Bonjour et bienvenue dans l'Histoire à la source, votre podcast dédié à l'histoire et aux anecdotes historiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Chevalier d'Éon, une figure emblématique du XVIIIe siècle qui fut diplomate, officier militaire, espion de Louis XV et homme de lettres français. Au-delà d'une carrière bien remplie, ce qu'il fit passer à la postérité est davantage son goût pour le travestissement et sur l'ambiguïté quant à son genre. Jusqu'au crépuscule de sa vie, le doute persistera pour une grande partie de son entourage qui ne l'aura connu même qu'en femme. Comment cet homme, qui va s'éteindre paisiblement à Londres en 1810 sous le nom de la Chevalière d'Éon, a réussi à duper les cours européennes pendant plus de 30 ans en s'habillant en dame. Retour sur l'incroyable vie du Chevalier d'Éon. Revenons tout d'abord sur les origines de cette incroyable histoire. Charles d'Éon de Beaumont naît le 5 octobre 1728 à Tonnerre, en Bourgogne, durant le règne de Louis XV, dans une toute petite famille de la noblesse française d'origine bretonne. Quelques jours après sa naissance, il est baptisé sous le nom de Charles, Geneviève, Louis, Auguste, André, Timothée d'Éon de Beaumont. Son deuxième prénom, Geneviève, va lui servir grandement lorsqu'il va commencer à se travestir en femme. Il joue très rapidement sur les ambiguïtés liées à son genre, en revenant sur le moment de sa naissance dans ses mémoires en indiquant qu'il fut un nez coiffé, c'est-à-dire que le nouveau-né est recouvert d'une membrane fœtale cachant sa tête et son sexe et dont il dit que le médecin n'a pas été en capacité de déterminer son genre. Sa petite enfance est relativement paisible, il est le premier-né de la famille et très vite son père va souhaiter pour lui de grandes ambitions car il est le fils premier-né et surtout l'héritier de cette petite noblesse française. À l'âge de 13 ans, il est envoyé à Paris chez son oncle Michel d'Éon de Germigny pour intégrer l'une des plus prestigieuses institutions françaises de l'époque, le Collège des Quatre Nations, fondé par Mazarin. Il y apprend les mathématiques, le latin, le grec et la maîtrise de la langue française. Il est décrit comme quelqu'un d'assez obéissant et assidu. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il va débuter sa maîtrise des armes, notamment l'escrime avec le fleuret. C'est notamment dans cet art qu'il va exceller et faire ses premiers exploits en devenant même la première épée de Paris quelques années plus tard. L'escrime est d'ailleurs pour lui un moyen d'expression. Le combat est avant tout une conversation entre deux gentilshommes qui usent de technique et de maîtrise pour vaincre son adversaire. À sa sortie du collège à près de 17 ans, il entame alors des études en droit civil et en droit canon, dont il va être diplômé en 1749. Mais avant ça, c'est d'ailleurs ces études-là qui vont lui permettre de débuter une petite carrière d'avocat au Parlement de Paris dès 1748, ayant même une dérogation par rapport à son âge pour intégrer le Parlement de Paris. Ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel pour l'époque. Malgré un début de carrière d'avocat très prometteur, le destin va cependant lui ouvrir une toute autre voie lorsque son oncle D'Éon de Tissé va mourir. Il était alors détenteur de la charge royale prestigieuse qu'est la signature du bon à tirer sur tous les ouvrages du royaume. Or, Charles d'Éon se voit donc hériter de cette charge royale. Il se passionne alors pour la littérature et cette charge va lui offrir également une très belle occasion de s'intéresser à toutes sortes de sujets, étant donné que les ouvrages publiés en France passent entre ses mains. Au-delà de la simple lecture de ses ouvrages, il va même s'essayer à l'écriture et, à 24 ans, il va même publier un traité sur la fiscalité sous Louis XIV et la Régence. Cet ouvrage va alors lui ouvrir les portes du milieu littéraire mondain et, en plein dans le siècle des Lumières, c'est une occasion rêvée pour lui de s'illustrer. C'est en entrant dans ce milieu des salons littéraires du XVIIIe siècle qu'il va prendre le nom de chevalier pour désigner sa condition modeste face à ces personnes de la haute aristocratie. Très rapidement, il sait se faire remarquer et n'hésite pas même de traiter d'égal à égal avec ses interlocuteurs. Les salons vont s'empresser de recevoir ce fameux chevalier dont tout le monde parle, au point même d'être l'invité du prince de Conti, le cousin de Louis XV et prince de sang, qui va même le prendre sous son aile. Or, depuis 1722, Louis XV mène deux politiques, l'une officielle et l'autre officieuse pour le royaume. L'une d'entre elles est menée par le cabinet qu'on va appeler plus tard le secret du roi, dirigé entre autres par le prince de Conti au milieu des années 1740. Ces affaires privées du roi, menées en parallèle des affaires officielles, sont faites dans le plus grand des secrets grâce à un réaménagement des appartements du roi qui lui permettent une grande discrétion. C'est d'ailleurs dans cette pièce que l'on trouvera par exemple le fameux secrétaire à cylindre qui permettra une sécurisation des documents et qui est un ouvrage exceptionnel pour l'époque. Le prince de Conti engage donc son petit protégé au sein du secret du roi en 1756. La première rencontre avec le roi est encore assez soumise aux légendes. Ce serait la comtesse de Rochefort qui aurait poussé Charles d'Éon à s'habiller en femme pour participer à un bal costumé où Louis XV lui aurait fait la cour, au point même que cette affaire se serait terminée dans les petits cabinets du roi jusqu'au moment où Charles Geneviève lève le voile sur son identité. Ce serait comme ça qu'ils se seraient rencontrés au sein même de l'intimité du roi et c'est comme ceci qu'il aurait pu intégrer le secret du roi. Sa carrière d'espion au service du roi débute véritablement lorsque Louis XV souhaite nouer une alliance avec la Russie des Romanov en été 1756, alors que la guerre de 7 ans vient de débuter. C'est dans le plus grand des secrets qu'il va alors traverser l'Europe jusqu'au port d'Hambourg, puis jusqu'à Saint-Pétersbourg par bateau.
À son arrivée, il est accueilli par son supérieur hiérarchique, le chevalier Douglas, qui a besoin d'un homme de lettres à son service afin d'entretenir une correspondance régulière et secrète avec Versailles. Au-delà de cette mission de correspondance, il doit obtenir ses entrées dans le palais d'hiver, cœur du pouvoir politique de la Russie d'époque, afin d'influencer la Russie d'Elisabeth Petrovna dans le camp français. Cette mission que l'on pourrait qualifier de séduction est d'autant plus difficile que l'impératrice de Russie a un tempérament assez difficile. Elle est suspicieuse, autoritaire et dont les récits sur ses actes ne manquent pas. Malgré tout, le point faible de l'impératrice réside avant tout dans l'art et la culture française, dont elle voue une admiration, et il ne faut pas oublier que le modèle européen sur l'art et la culture est avant tout celui de la France. Si bien que durant près de 9 mois, le chevalier d'Éon va user de diplomatie et de subterfuge à la cour de Russie, et obtenir finalement de l'impératrice un traité avec la France. C'est ce qui va d'ailleurs lui permettre d'être très populaire auprès du roi lors de son retour en France. Mais son aventure en Russie ne s'arrête pas là, et la suite nous est romancée dans ses mémoires. Il rapporte que le prince de Conti lui demande de partir en Russie en 1758 déguisé en femme afin de devenir la lectrice de la correspondance entre le roi Louis XV et l'impératrice Élisabeth qui souhaite une bonne demoiselle, de bonne famille et de bonne conduite. À l'annonce de cette nouvelle, dit-il, il éclate en sanglots, ce à quoi le prince de Conti lui rétorqua qu'il avait déjà le comportement d'une femme et qu'il serait parfait pour ce rôle. En effet, son apparence androgyne, marquée par une carrure étroite et une absence de barbe, va devenir un réel atout dans l'art du travestissement. Cependant, tout indique que cette histoire n'est qu'une pure invention d'Éon, car la fonction de lectrice n'existe pas du tout dans cette Russie de l'époque. Et qui plus est, l'impératrice Élisabeth parle parfaitement français, et donc elle n'a pas besoin d'un professeur. Mais ce qui reste assez intéressant de voir là-dedans, c'est à quel point il cherche à retravailler ses aventures. La chose la plus probable dans ce travestissement en Russie est qu'il aurait peut-être pu participer à des bals costumés où l'occasion lui aurait été donnée de s'habiller en femme afin d'approcher l'aristocratie russe. En 1760, et en pleine guerre de 7 ans, il retourne donc en France et obtient même le grade de capitaine de dragon par faveur royale et est envoyé en Allemagne, lui permettant ainsi de devenir un homme d'épée en plus d'être un homme de plume, ce qui va accroître considérablement son prestige. L'issue de la guerre de 7 ans qui s'achève en 1763 est extrêmement défavorable à la France. Et pour négocier la paix, la moins mauvaise possible, Louis XV décide alors d'envoyer son meilleur agent de l'ombre pour négocier à Londres. Il opère en tant que secrétaire de l'ambassadeur de France, le duc de Nivernais, et c'est dans ces moments de négociation que l'émissaire anglais, Mr. Wood, est chargé de précipiter la signature du traité. Et là, on assiste à quelque chose d'assez incroyable. Lors d'une réception, Charles Geneviève va alors faire considérablement boire l'ambassadeur anglais. Profitant de ces moments d'ivresse, Éon va fouiller dans les affaires de l'ambassadeur et découvrir des documents sur les revendications anglaises pour le traité ainsi que les différents scénarios de négociation. Il fait ainsi recopier le texte qu'il envoie à Louis XV afin qu'il puisse l'étudier et faire des contre-propositions, ce qui est véritablement un coup de maître pour la France qui réussit à négocier et garder ses îles à sucre dans les Caraïbes qui sont extrêmement rentables et précieuses. A son retour, ce coup d'éclat lui permet d'être d'ailleurs fait chevalier de la Croix de Saint-Louis, la plus haute distinction de militaire de l'époque. Mais sa mission en Angleterre ne s'arrête absolument pas à la signature du traité. Louis XV, désireux d'une vengeance contre les Anglais, envisage même une invasion de l'île et charge Charles d'Éon de préparer un plan d'invasion de l'île. D'autant plus qu'il est fait ambassadeur par intérim après que le duc de Nivernais soit malade. Il se charge alors de faire la cartographie des côtes et relève les coefficients de marée, bref, tout ceci pour la préparation d'un éventuel débarquement. En parallèle de cette mission, son nouveau statut d'ambassadeur par intérim va lui ouvrir les portes de la société anglaise. Il mène une vie fastueuse, marquée par des fêtes somptueuses et devient très vite comme l'ambassadeur incontournable. Mais ces réceptions fastueuses coûtent extrêmement cher et il dépense de l'argent qu'il n'a pas. N'oublions pas qu'il vient de la petite noblesse et qu'il n'a pas spécialement de grand capital. Or, en demandant plus d'argent au roi, il se heurte à un non définitif. Ce retour de bâton est d'autant plus brutal lorsque l'on apprend à Éon qu'il est rétrogradé au simple secrétaire d'ambassade et qu'il n'a plus le statut de ministre de la diplomatie. Cela s'explique en partie qu'il soit issu de la petite noblesse et qui plus est provincial, ce qui est insupportable pour certains. Or, les plus grandes charges sont réservées avant tout à ceux issus de la haute noblesse. En réalité, cet acte de rétrogradation ne vient pas de nulle part. C'est durant son service militaire en Allemagne, durant la guerre de 7 ans, qu'il va être en conflit avec son supérieur hiérarchique, le comte de Guerchy. Et ce personnage de la haute noblesse va justement lui faire payer très cher son opposition. Le problème, c'est que c'est lui que Louis XV va choisir pour être le nouvel ambassadeur à Londres. Non pas pour ses compétences, parce qu'il est extrêmement médiocre, mais juste par favoritisme. Cela va conduire inévitablement à une guerre entre les deux hommes au sein même de l'ambassade française.
C'est assez même incroyable, le chevalier d'Éon, comprenant qu'il n'a plus le soutien de Louis XV, ira même jusqu'à faire chanter Versailles de divulguer les dossiers du plan d'invasion au public, allant même jusqu'à envoyer un ultimatum au roi que celui-ci ne va même pas prendre en compte. Mais finalement, il va commettre l'irréparable en publiant des lettres confidentielles au public, discréditer même le comte de Guerchy dans la presse, dont l'affaire est portée même en justice. Et chose incroyable, cette affaire va passionner les Londoniens et les Anglais, qui sont de plus en plus favorables au chevalier d'Éon, au point même que Guerchy demande à être renvoyé en France par crainte pour sa vie. Mais cette victoire d'Éon marque aussi la fin de sa carrière politique dans la diplomatie, clairement. C'est durant d'ailleurs cette période, autour des années 1770, que Charles d'Éon, irritant de plus en plus les ministres français par ses frasques, est victime d'une rumeur qui ferait de lui une femme. Et là, ça devient assez intéressant du point de vue de son travestissement légendaire. Le débat reste ouvert quant à l'origine de cette rumeur. Le plus vraisemblable serait que celle-ci viendrait de Charles lui-même, car étant en disgrâce, sans pouvoir ni fonction, il cherche un moyen d'attirer la lumière sur sa personne. Or, quoi de mieux qu'une rumeur affirmant qu'il est en réalité une femme, et donc que tous ses exploits qu'il a faits jusqu'à maintenant aient été accomplis non pas par un homme, mais par une femme. D'autant plus qu'à cette époque, n'oublions pas qu'on est dans une société patriarcale et qu'une femme est jugée comme inférieure dans la société du XVIIIe siècle. La presse anglaise se passionne alors pour cette chevalière d'une quarantaine d'années, n'hésitant pas à la caricaturer, et cela va servir à populariser le personnage sans pour autant qu'il puisse mettre fin aux rumeurs. Un émissaire du membre du secret du roi va même être envoyé par Louis XV pour éclaircir cette affaire. Jouant la comédie à la perfection, déguisé en femme pour recevoir l'émissaire d'Owe, il ira même jusqu'à lui faire tâter les parties intimes de Charles d'Éon afin qu'il puisse attester qu'il est une femme, ce que l'émissaire mentionnera d'ailleurs dans son rapport. Malgré tout, les doutes persistent et Louis XV va même mourir sans savoir la vérité en 1774. En Angleterre, la question du sexe d'Éon va intriguer beaucoup le public, au point même que des paris sont organisés dans les tavernes et les pubs. Des bookmakers se chargent même de prendre ces paris. Au départ, la cote était simplement de 50-50, mais très rapidement, l'opinion publique va avoir de sérieux doutes, au point même que cette cote va basculer de 10 contre 1. Cette folie des paris va même mobiliser la justice qui va devoir même statuer sur le sexe d'Éon en juillet 1777 sans la présence même de Charles, qui lui reste caché en campagne de peur pour sa vie. Et chose incroyable, le juge Lord Mansfield va définitivement conclure que Geneviève d'Éon était une femme. Le cas d'Éon devient de plus en plus encombrant au début du règne de Louis XVI. Celui-ci met un terme au secret du roi et charge l'illustre Beaumarchais de faire rentrer dans les rangs cette fameuse chevalière d'Éon et récupérer par la même occasion tous les documents secrets. La chevalière d'Éon fait alors les comptes de tout ce qu'on lui doit pour ses services rendus pour la nation, dont les sommes sont assez astronomiques, atteignant même jusqu'à 320 000 livres. Au-delà de cette affaire d'argent, un vrai jeu de séduction va même s'engager entre les deux parties, même si de toute évidence, aucun des deux n'est dupe face au jeu d'acteur de l'autre. Cependant, ils s'affichent aux réceptions et vont même jusqu'à se fiancer en public. Après même des années de négociations, il va finalement être contraint de signer un document lui intimement de rendre tous les documents et de rentrer en France habillé en femme où il sera, comblé d'une pension de 12 000 livres par an. Il finit donc par se prendre à son propre piège, mais bouffi d'orgueil, il va se venger de Beaumarchais en l'accusant de débauche et autres dérives. À son arrivée à Versailles, il est vêtu de l'uniforme de dragon, ce à quoi Louis XVI va lui rétorquer qu'il avait demandé à ce qu'il soit habillé en femme. Et chose encore plus incroyable, il va faire attester qu'il est bien une femme par un examen médical. Or, finalement, on peut voir que Louis XVI essaie justement de piéger Éon afin de lui faire avouer qu'il est bien un homme. Son travestissement, qui est finalement un choix au départ, va lui être imposé par obligation. Et d'autant plus que la chevalière d'Éon est prise en main par la couturière de Marie-Antoinette, Rose Bertin, qui va l'obliger de faire un travestissement complet de cette dernière. Il doit se plier aux critères de beauté féminin de l'époque avec un corset, un cou dénudé, des avant-bras apparents, ce qui va forcément l'obliger à s'épiler. Il est également obligé de faire un stage pour apprendre à être une femme, où il apprend à se tenir convenablement dans un salon, tenir une tasse de thé, bref, à devenir une véritable femme. À la fin de sa formation, il est présenté à la cour en robe le 23 novembre 1777. Le roi ira même jusqu'à lui conseiller, pour avoir sa place à la cour, de progresser en matière de féminité. Face à cette situation, la chevalière d'Éon va alors trouver un tout nouveau sujet à défendre à travers son travestissement, au point même de devenir également une femme dans sa tête, si on peut dire, se proclamant ainsi la pucelle de tonnerre, en référence bien entendu à Jeanne d'Arc. Dans ses écrits, il évoque que les femmes peuvent être des artistes aussi célèbres que les hommes, qu'elles peuvent se battre dans l'armée, et qu'elles sont les égales des hommes. Et que si elles n'y arrivent pas, tout simplement c'est parce qu'on ne leur en donne pas les moyens.
C'est une chose assez incroyable de dire ça pour la société du XVIIIe siècle. Mais celui-ci commence à être véritablement en manque d'aventure et la guerre d'indépendance américaine va lui raviver sa flamme guerrière. Et va même souhaiter partir combattre aux côtés de Lafayette en 1779, bien entendu habillé en femme. Mais c'en est trop pour le pouvoir royal qui sévit dans une lettre de cachet qui va l'enfermer et le renvoyer plus tard à Tonnerre pour s'occuper de son domaine familial. Les années passent et on est cette fois-ci en 1785 lorsqu'il reçoit une lettre de son propriétaire de la Maison de Londres où il avait constitué une fabuleuse bibliothèque dont il tenait extrêmement fort. Sauf que ce propriétaire lui indique qu'il n'a pas payé son loyer depuis un certain temps et donc qu'il va être dans l'obligation de vendre ses livres. Lorsqu'il retourne en Angleterre, on peut s'attendre à ce qu'il y retourne cette fois-ci habillé en homme. Mais non, pas du tout. C'est sous cet atout féminin qu'il va y retourner car une nouvelle rumeur s'est répandue. Cette rumeur affirme que Éon serait le père du prince de Galles, fils de Charles III, et donc l'amant de la reine Sophie Charlotte qu'il a connue à Saint-Pétersbourg. Donc seule une chevalière peut mettre fin à ces rumeurs et lui éviter avant tout la potence. Une nouvelle aventure débute alors pour la chevalière d'Éon qui retrouve ses marques et ses connaissances à Londres. Elle participe à des tournois d'escrime et allant jusqu'à même faire un duel avec le chevalier de Saint-Georges, un bretteur implacable pour l'époque, dont la chevalière d'Éon va même remporter la victoire habillée en femme. Mais il fera quand même preuve de modestie en disant que le chevalier s'était drôlement bien battu. La Révolution française va finalement être un peu le début de la fin pour ce chevalier d'Éon, qui va être par conséquent privé de ses rentes et donc va l'obliger progressivement à vendre ses biens à disposition en Angleterre, y compris ses livres qu'il chérissait tant. En 1796, il fait même la rencontre de Mary Cole, une Française veuve d'un ingénieur de la marine royale anglaise, qui va l'accompagner dans ses dernières années de la vie, marquées par la dette et la misère. En 1810, Charles Geneviève de Beaumont rend son dernier souffle à Londres et Mary Cole va alors faire la découverte, lors de la lecture de son testament, que c'est un homme. Un chirurgien va même être chargé de l'autopsie, accompagné par même 17 témoins, déclarant dans son rapport qu'il a trouvé des organes mâles. Un dessin de son sexe est même fait par la même occasion pour preuve des dires. Cette vie incroyable et passionnante marque à jamais son temps, donnant par la même occasion le terme d'éonisme pour se désigner l'inversion esthético-sexuelle d'une personne. Et aujourd'hui, la personne de la chevalière d'Éon, ou Charles d'Éon de Beaumont, est considérée comme une figure emblématique de la communauté LGBT. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'incroyable histoire du chevalier d'Éon. N'hésitez pas à partager et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast sur l'histoire à la source.